Mai 68 a été appelée la révolte contre le père, mais c'est une révolte qui n'est pas nouvelle. Pour moi, la révolte contre le père et contre le patriarcat a commencé au XVe siècle. À partir du moment où les humains refusent de considérer les autorités comme d'origine divine. À partir du moment où ces autorités ne sont plus d'origine divine, eh bien, on considère bien sûr qu'elles peuvent être critiquées. Et mai 68, c'est l'aboutissement un peu de cette progression. Au XVe siècle, c'était l'humanisme. Après, ça a été le siècle des Lumières, après la Révolution, et ainsi de suite. On arrive à mai 68, qui est un petit peu l'aboutissement de cette révolte contre le patriarcat. Justement, on considère aussi que toute la tête du père de famille a été coupée en même temps que celle du roi. Oui. Pourquoi est-ce que cela a été considéré de la sorte ? Parce qu'à partir du moment où on se met à contester l'autorité du père, il perd de sa légitimité, on le critique. Alors qu'avant, justement, dans une humanité qui était dans l'enfance, on ne pouvait pas critiquer le père. Et c'était Dieu, le père, les enfants. Donc à partir du moment où on coupe les têtes, c'est que, oui. c'est que quelque chose. À partir du moment où on peut le critiquer, c'est-à-dire on peut remettre en cause toute idée. Et c'est ce que fait d'ailleurs cette vision du monde féministe qui pour moi apparaît au XVe siècle, c'est-à-dire à partir du XVe siècle, on remet en cause tout ce que le patriarcat a mis en place. Et on arrive à 68 et à aujourd'hui. Donc ma dernière question, tu penses que le peuple, on va rester à l'échelle nationale, est-ce que le peuple a besoin d'une image forte Oui. Qui passe par les élections ou par autre chose? Est-ce que le peuple peut ça, ou le peuple peut se soulever par lui-même? Alors, premièrement, on peut dire que le peuple a besoin d'un référent. Le peuple a toujours besoin d'un père. Le roi de France était le père. Finalement, le roi de France, il y a l'homme et la fonction. L'homme, parmi les rois de France, vous avez des hommes qui ont une vie morale droite, puis d'autres beaucoup moins. Mais il y a la fonction qui, elle, est parfaite, dans ce sens que le roi de France devait être le père de la nation. Et le 21 janvier 1793, on a tué le père. Il faut pas. Là aussi, on en revient à l'histoire de la cellule familiale. Le père de la famille France a été décapité, assassiné, parce que c'est un innocent qui a été condamné à mort. Et même si Louis XVI a dit peuple, je meurs innocent, je prie le ciel que mon sang ne retombe jamais sur la France, je pense que dans ces derniers moments, Louis XVI a dû percevoir les conséquences tragiques de sa mort qui allait conduire la France dans une chute irrémédiable. Et par ricochet, les autres États en Europe, puisque Napoléon Ier a répandu les principes de la Révolution en Europe. Mais en fait, on aurait presque dû commencer par ça. La mort de Louis XVI, c'est la mort du père. Et à partir du moment où on a tué le père, par ricochet, on va tuer ceux qui sont en dessous. C'est l'image du père. Et des référents éternels. Attention, qu'il y ait des choses qui changent avec le temps, parce que la technique évolue, etc. C'est sûr, mais il y a des valeurs éternelles, et le père est une valeur éternelle. Et en fait, la mort de Louis XVI, c'est la mort du père, le père de la nation. Et on s'en est jamais relevé, finalement. C'est un symbole très... On a tué un innocent, et on a tué le père. Et à ce sujet, en ce qui concerne la destruction de la famille, je disais que donc la mort de Louis XVI, c'est la mort du père. Mais il faut prolonger avec la destruction des tombes royales en septembre-octobre 1793, je ne sais plus la date exacte, où là, on détruit les tombes des rois, reines, dauphins, etc. Ça remonte jusqu'à Dagobert, donc 600 et quelques. Et en fait, on détruit le cimetière de la famille du père. C'est-à-dire que tous les parents, grands-parents, arrière-grands-parents du père de famille qui était le roi de France ont détruit en violant les tombes et en balançant les os dans une fosse commune. Donc c'est vraiment la destruction de la cellule familiale, mais aussi du souvenir de cette cellule familiale qu'on essaye de détruire, mais vraiment jusqu'au bout, sauf une tombe qu'ils n'ont pas pu réussir, qu'ils n'ont pas découvert. Et là, je vois un signe de la Providence, c'est la tombe de Saint-Louis. Et là, ils se sont acharnés pour trouver la tombe de Saint-Louis, qui était donc pour eux le tyran, le despote, enfin les conneries idéologues habituels. Ils n'ont jamais pu. Bon,
C'est révélateur. Mais enfin, bien comprendre que le sac des tombes royales, c'est vraiment détruire. Je m'adresse là aux personnes qui vont écouter cette vidéo. Imaginez qu'on détruise les tombes de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, grands-oncles, qu'on jette les os dans des fosses communes. Ce serait une manière de détruire vraiment votre famille, ce qui est à l'origine de votre famille, le souvenir familial. Le souvenir familial, on ne le trouverait plus parce que les tombes étant détruites. Et là, c'est pareil. Là, on a détruit la cellule du monarchique, le roi, la reine, Marie-Antoinette qui est décapitée le 16 octobre 1793. On va s'acharner aussi sur les enfants et le malheureux petit Louis XVII qui, normalement, est mort au Temple. Il y a quelques doutes, mais enfin bon. Mais surtout, on détruit l'arrière-fond de cette famille royale capétienne, les ancêtres. Vraiment effacer la famille et les origines de la famille. C'est ça le mondialisme. Et je le déteste. Voilà. Et si les gens ne comprennent pas ça, c'est que vraiment ils ont l'esprit vérolé. Et le mondialisme leur fera aucun cadeau. Le roi était perçu comme le père du peuple. C'est un sacrifice rituel. Un attentat contre le roi était considéré comme un parricide. Et dans la monarchie française, le roi de France était le lieutenant du Christ, intermédiaire temporel entre le Christ, roi de France, et son peuple, le royaume des Lys. L'onction sacrée qui était faite au roi de France à Reims était justement la marque de la paternité du peuple de France attribuée au roi de France. Le père de la nation est le garant de la cohésion de la nation. Effectivement, s'il n'y a plus de père de la nation, d'une façon ou d'une autre, je ne vois pas comment la nation peut tenir debout. La première corruption a été celle de la cité en tant que telle. Cette cité, si vous voulez, c'est toujours difficile à définir et encore plus à imager. Cette cité, c'est un tout de relations, si vous voulez. Donc, mettez une quantité d'individus qui ont des relations entre elles et qui tiennent par l'autorité. L'autorité, quand l'autorité rend la justice, c'est donc le bien commun, elle fait en sorte que toutes ces relations soient harmonieuses. Couper l'autorité, toutes les relations s'effondrent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la première corruption et la plus flagrante, ça a été de couper la tête du roi, c'est-à-dire de l'autorité. On ne veut plus d'autorité. Le peuple lui-même, c'est-à-dire dans le sens moderne, ce que l'on appelle les absolus, les individus, sont le pouvoir. Et le chef n'est plus que le délégué des individus. Alors là, il faut relire tout simplement Rousseau. C'est limpide chez Rousseau. On a donc coupé la tête de la cité. Alors, ça n'est pas qu'une image, c'est vrai qu'on a coupé la tête du roi Louis XVI, mais regardez les conséquences. Même pendant la Révolution et après la Révolution, tout le XIXe siècle nous laisse vraiment l'impression au niveau de la cité, c'est-à-dire au niveau du tout de la France, d'un espèce de moribond qui produit ses derniers souffles de vie, qui respire un peu, qui remeurt, qui respire, parce que les régimes se succèdent les uns aux autres à une vitesse mais fulgurante. C'est d'abord l'Assemblée nationale, qui dure 2 ans, ensuite la législative, qui dure 1 an, ensuite, on a la Convention, ou la Première République, qui, elle, dure un peu plus longtemps, elle dure 3 ans. Puis en 1795, on a le Directoire, jusqu'à 1799. Après, le Consulat, et puis le Premier Empire, 1804, 1815. Ensuite, la Restauration, qui dure bien plus longtemps, mais qui est entrecoupée des 100 jours. Et puis d'insurrection parisienne. Ensuite, la Deuxième République, assez éphémère, elle dure jusqu'en 1851, 3 ans. Enfin, le Second Empire, et puis la Troisième République, avec des chefs de conseil qui se succèdent à une vitesse aussi
phénoménale. Bon, après, on connaît l'histoire du XXe siècle, elle n'est guère plus glorieuse dans ces régimes. C'est là, vous voyez, l'histoire nous prouve que la cité elle-même a été dénaturée. Vous voyez, le monarque, le roi, le prince, ça n'est pas qu'une simple figure. C'est lui, c'est l'autorité qui tient la société. À partir de la 18e dynastie, c'est la chute libre. Il n'y a plus de cohérence sociale parce qu'il n'y a plus de cohérence religieuse, etc. Donc c'est ça le problème. On ne peut pas comparer les Égyptes. L'ancienne Égypte, c'est l'ancienne Égypte parce qu'elle est traditionnelle. Elle s'attache au lien entre la création divine et l'individu qui en fait partie. Après, ce lien est rompu. Et c'était le travail de Pharaon justement de montrer qu'il y avait un lien, mais ça a été remplacé par le décorum, la pompe, comme maintenant. On ne travaillait plus, si je puis dire, sur autre chose que l'apparence. On avait perdu le cœur des choses. C'est ce que dit Schwaller de Lubitsch, qu'on a cité hors antenne, et en antenne, Schwaller de Lubitsch a bien compris cela. Et il le voit parce que c'est exposé dans le dernier temple, littéralement, qui soit imprégné de cette tradition, c'est Karnak. Voilà. Il reste encore dans Karnak les derniers éléments de quelque chose qui est en train de se momifier, c'est-à-dire la pensée traditionnelle. Je trouve qu'il est très relié parce que lui aussi, il parle des marchands et de l'esclavagisme des marchands. Alors c'est un autre angle, mais c'est vraiment, on parle de la même chose en fait. C'est le livre de Losurdo, Contre-histoire du libéralisme. J'ai plusieurs contre-histoires du libéralisme, celle-là est remarquable. Avec un enrichissement des pays esclavagistes en question, des pays libéraux, la Hollande d'abord, l'Angleterre ensuite, les États-Unis ensuite, à chaque fois génocidaire, à chaque fois, ça part de la libération des rois et des églises. Les marchands, en Hollande d'abord, s'émancipent de Philippe II d'Espagne, se libèrent de cette contrainte. Le roi tenait les marchands. Dans l'Ancien Régime, moi je n'ai pas appris ça à l'école, dans l'Ancien Régime, c'était pendant des siècles, les rois tenaient les marchands. On savait qu'on avait à craindre des marchands. Depuis des millénaires, on savait qu'on a à craindre des marchands. Et le roi et la religion empêchaient les marchands de sévir, empêchaient les marchands de mal faire. Et quand les marchands, intrigants avec tout cet argent qu'ils accumulaient, intrigants pour avoir le pouvoir politique, arrivent à prendre le pouvoir politique, c'est 1789 chez nous, hein. C'est avant en Hollande, puis en Angleterre, puis chez nous, puis aux États-Unis. Quand les marchands s'émancipent des princes et de la religion, ils se disent libéraux et ils peuvent enfin devenir esclavagistes et génocidaires. Et donc, les Hollandais, se libérant de la tutelle, de la limite de leur pouvoir qu'était le roi d'Espagne, Philippe II d'Espagne, deviennent libéraux et se mettent à coloniser, donc à esclavagiser et à génocider l'Afrique. Donc par analogie seulement, l'autorité organise la multitude. Et c'est intéressant parce que quand elle organise, que fait-elle? Elle laisse à la multitude son individualité d'une certaine façon. De la même façon que l'âme qui organise le corps laisse à chaque membre sa spécificité. Mais c'est saint Paul même qui le relève dans une de ses épîtres, mais c'est le bon sens aussi qui le dit. Si tout le corps était œil, où serait le pied? Si nous n'avions que des yeux, comment pourrions-nous marcher? Donc voyez, l'autorité garde cette multitude et garde ce qui spécifie chacun des êtres dans la multitude. Mais en même temps qu'elle garde cette multitude et cette différence des êtres dans la société, elle les coordonne en les organisant entre eux. Et c'est peut-être ce qu'il y a là de plus difficile. Ce serait tellement facile pour nous de tout cloisonner ou de tout rendre semblable, n'est-ce pas?
Alors que la grande difficulté, c'est de laisser à chacun sa spécificité tout en le conduisant vers le bien commun. C'était par exemple la richesse des corporations, qui laissait justement à chaque corporation sa spécificité. Non, il n'y a plus de corporation, il n'y a que des machines. Et donc il n'y a quasiment plus de spécificité chez l'homme. L'autorité a gommé cette multitude, en essayant de rendre finalement, et d'une certaine façon, tous les hommes semblables. Or ça, ce n'est pas le rôle de l'autorité. Elle organise, elle unifie, c'est-à-dire qu'elle crée l'unité de cette multitude. Comme l'âme donne au corps une unité. Et ensuite, elle dirige vers la fin. Et c'est le plus important, c'est que l'autorité dirige vers la fin. En dirigeant vers la fin, je dis de façon plus précise que l'autorité devient comme la cause efficiente. C'est-à-dire celle qui fait. Efficere, c'est faire. Elle est cause efficiente en ceci qu'elle permet de faire, ou autrement dit, d'obtenir le bien commun. Elle est cette cause efficiente qui réalise l'unité, qui fait l'unité, qui efficie l'unité, qui entretient les rapports, les différents rapports qui sont dans la multitude, et en entretenant et en permettant ces bons rapports, vous voyez, en faisant en sorte que ça tourne bien. Elle donne à la multitude et à chacun des membres de la multitude d'obtenir sa fin, c'est-à-dire le bien commun. En ce sens, on peut dire que l'autorité est une cause efficiente. Elle permet la réalisation du bien commun. Réaliser quelque chose, c'est-à-dire faire quelque chose, c'est-à-dire être efficient. On peut dire les choses autrement. L'autorité est cause efficiente en ce qu'elle met de l'ordre entre les individus. Or, mettre de l'ordre, c'est faire deux choses. C'est d'abord régler les liens qui existent entre les différentes parties de la multitude. Et l'autorité doit régler ces liens qui existent entre les parties, mais en même temps mettre de l'ordre, c'est ordonner. Et ordonner dit bien un mouvement. Et ce mouvement d'ordination est un mouvement vers une fin. Quand j'ordonne, c'est quand je fais un mouvement, je le dirige vers quelque chose. L'autorité ordonne, c'est-à-dire qu'elle dirige. En ordonnant, elle ordonne les parties vers la fin. Elle dirige. C'est important, vous voyez. L'autorité, donc, permet à la multitude d'obtenir sa fin. On dit toujours la même chose, mais d'une autre façon. Elle ordonne. Or, ordonner aussi, on l'entend bien, c'est gouverner, c'est-à-dire commander. Le terme ordonner est très riche. C'est pourquoi l'autorité gouverne au sens propre, parce qu'elle ordonne. Et donc elle commande, parce qu'elle ordonne, tout simplement. Mais là aussi, il faut bien comprendre les choses. Aujourd'hui, on se dit commander, et on le reverra après, commander, c'est donner un ordre. Et on pense que donner un ordre, c'est dire quelque chose et c'est tout. Mais non, donner un ordre, c'est donner deux choses. C'est donner une direction, mais c'est donner une fin. Une direction, c'est non seulement un mouvement, mais c'est aussi la fin vers laquelle ce mouvement se dirige. Voilà ce que fait une autorité quand elle ordonne, quand elle commande. C'est donc le propre de l'autorité que d'édicter des lois. C'est la conséquence même de sa définition. L'autorité est principe d'ordre, c'est-à-dire qu'elle ordonne vers la fin, et pour ordonner vers la fin, que fait-elle? Elle édicte des lois. C'est donc le propre de l'autorité que de légiférer. Légiférer, c'est-à-dire édicter une loi, c'est dire ce qui est droit. Et qu'est-ce que l'on dit par là?
dire ce qui est droit, c'est dire justement, voilà, ce qui est droit, si je pouvais le schématiser ainsi. Ce qui est droit, c'est-à-dire la rectitude qui permet d'obtenir la fin. C'est-à-dire la voie qui permet d'obtenir le bien commun. L'autorité, en disant ce qui est droit, dit en même temps ce qui est juste, car c'est la même chose. Le juste et le droit, c'est la même chose, disons. On voit par là que l'œuvre propre de l'autorité, c'est la justice. Saint Louis rendant la justice sous son chêne, c'est quand même la grande image, d'ailleurs, d'un des rares rois qui soit canonisé en France. C'est Saint Louis rendant la justice sous son chêne. Or, que fait-il quand il rend la justice? Il agit comme un roi. Et sa sainteté vient précisément de sa sainteté en tant que roi, c'est-à-dire en tant que justicier, en tant qu'il a rendu la justice, en tant qu'il a dit ce qui était droit, en tant donc qu'il a ordonné les membres de la multitude vers leur bien et leur perfection. Il les a parfaits par sa justice. Mais voyez que si l'autorité donc doit légiférer, il faut en même temps qu'elle puisse juger d'une action concrète, parce que la société et même la politique, comme on l'a dit, c'est une action concrète. C'est pas quelque chose que l'on considère dans une bulle. La société, c'est une action, et l'action est toujours concrète. Donc une fois que l'autorité a édicté une loi, et on entend par loi donc justement une œuvre, une ordonnance qui conduit au bien commun, l'autorité doit être capable de juger que telle ou telle action est conforme au droit, c'est-à-dire est conforme à ce qui permet d'obtenir le bien commun. Et elle doit le juger in concreto, c'est-à-dire elle doit être capable de juger telle ou telle action, et pas simplement de le dire dans un livre de façon abstraite. Elle doit dire un tel a commis un acte droit, ou un acte qui n'est pas droit, maladroit. Le pouvoir de juger, ce que l'on appelle le pouvoir judiciaire, appartient en propre à l'autorité. Si l'autorité dicte des lois, il faut qu'elle puisse ensuite juger de l'action de ceux qui sont censés obéir à la loi. Et puisque l'autorité doit pouvoir juger, elle doit pouvoir en même temps châtier. Ou récompenser. Et pourquoi doit-elle châtier? Tout simplement pour permettre que la multitude qui s'égarait en désobéissant à une loi, qui s'égarait du bien commun, c'est entendu, eh bien, l'individu qui s'égarait en ne respectant pas la loi puisse être corrigé et ramené sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Quand elle a dit le droit, elle doit pouvoir ou récompenser celui qui obéit, ou châtier celui qui quitte le droit chemin. Et quand bien même celui qui quitte le droit chemin ne voudrait pas obtempérer, elle garde encore un pouvoir sur lui pour empêcher que tout le monde se dise, puisque l'autorité n'a aucun pouvoir sur celui qui fait mal, eh bien, nous aussi, nous faisons mal. Si l'autorité n'avait pas ce pouvoir de châtier, alors ce serait la débandade, et elle perdrait même son caractère efficient d'autorité, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus concrètement ordonner la multitude au bien commun. Parce que n'oublions pas, encore une fois, la politique est quelque chose de concret. Si l'autorité n'a pas d'efficacité, alors elle n'est plus une autorité, c'est une abstraction. Mais elle a perdu son autorité. Mais voyez que la loi qu'édicte l'autorité est fondée sur le bien commun vers lequel la multitude est ordonnée, auquel, la multitude est ordonnée. Or, la multitude formée en société
est d'ordre naturel. Tout comme le bien commun, nous l'avons vu, est d'ordre naturel. Il s'ensuit que la loi qui dicte l'autorité, pour être juste, doit trouver un fondement dans une loi naturelle. Une loi qui s'écarterait de la loi naturelle n'est plus une loi, parce qu'elle ne dit plus ce qui est droit, ce qui est juste. Et vous comprenez pourquoi il était important de s'appuyer sur la nature même politique de l'homme. C'est dans la nature des choses que l'homme est politique, c'est dans la nature des choses que l'homme, pour obtenir sa perfection, les hommes concourent vers le bien commun, et c'est dans la nature des choses que pour pouvoir concourir efficacement vers le bien commun, il y a une autorité. On dit bien dans la nature des choses, si bien que la loi qu'édicte l'autorité doit être fondée dans la nature des choses. Or, la règle de la nature des choses, c'est ce que l'on appelle la loi naturelle. Les lois donc que pose l'autorité, qu'on appelle donc des lois positives parce qu'elles sont posées par l'autorité, les lois que pose l'autorité qui seraient contraires à la loi naturelle ne peuvent pas amener au bien commun et donc à la perfection de la multitude. Elles n'ont pas force de loi. C'est de cette façon et de cette façon seule, c'est-à-dire par l'œuvre de la justice, que l'autorité permet à la multitude la paix et l'unité. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois en définissant le bien commun. Une autorité qui ne voudrait plus chercher la paix ou l'unité de la société qu'elle dirige n'a plus d'efficacité. Et donc c'est la fin de la société qu'elle dirige. Une autorité qui se détourne de l'unité ne dirige plus rien. Et comme l'unité et la paix vont de pair, comme on l'a vu la dernière fois, l'autorité qui ne regarde plus la paix de sa multitude des membres qu'elle dirige, cette autorité perd son efficacité, complètement. Puisque c'est de l'unité, alors c'est le père Louis Lachance, puisque c'est de l'unité que dépend la réussite de l'entreprise commune, c'est-à-dire l'obtention du bien commun, on comprend que saint Thomas en fasse très souvent l'objectif propre de l'autorité. Objectif, l'unité. À coup sûr, continue le père Lachance, Louis Lachance, c'est dans le bien humain, c'est-à-dire dans l'unité ordonnée des fins obtenues par la direction que réside la cause décisive du pouvoir public. Si la nature de l'homme, dit saint Thomas, veut qu'il vive en société, il est pareillement nécessaire qu'il y ait parmi les hommes de quoi gouverner la multitude. Et on retrouve là la citation que l'on donnait tout à l'heure. Là où il n'y a pas de gouverneur, c'est l'Écriture sainte qui dit cela, le peuple se dissout. Les intérêts propres divisent, tandis que l'intérêt commun unit. L'intérêt commun unit. Et on retrouve la notion d'unité. Il faut donc, en plus de ce qui meut au bien propre de chacun, c'est notre raison, qui nous meut à notre bien propre, quelque chose qui meuve au bien commun de l'ensemble, à l'unité, c'est-à-dire, c'est ce que l'on appelle ce principe directeur qu'est l'autorité. De même que l'unité, la paix, moyen commun nécessaire à l'obtention du bien humain, est la fin immédiate de l'autorité. C'est toujours le père Lachance qui continue. À partir du moment où il n'y a plus de paix dans une société, il n'y a plus d'unité. Puisque ce qui s'oppose à la paix, c'est la division. Et là où il y a division, il n'y a plus d'unité. Et donc la société se désagrège. Le bien, alors ça c'est une citation de saint Thomas, toujours dans le De Regno, le bien et le salut des hommes agrégés en société est de conserver cette unité qu'on appelle la paix. Que celle-ci s'éloigne, l'utilité de la vie sociale disparaît. C'est intéressant, hein, que celle-ci s'éloigne, l'utilité de la vie sociale disparaît. Et donc l'homme ne peut plus obtenir sa perfection.
C'est tout le problème de toutes nos sociétés modernes, et de toutes les sociétés qui existent aujourd'hui, hélas. Il n'y a quasiment plus de société qui ait encore un peu de paix et d'unité. Voilà donc à quoi doit, par-dessus tout, s'appliquer le chef de la société, à procurer l'unité qui produit la paix. Et je ne sais plus où saint Thomas dit que finalement, cette unité et cette paix, alors donc ça c'est Aristote qui dit bien, se caractérisent ou se définissent par l'amitié, et c'est ainsi qu'il définit la vie politique comme une amitié. Et saint Thomas dit quelque part, ou Aristote, j'arrive plus à me souvenir, que le prince fait mieux de conserver l'amitié entre ses membres, et ainsi la paix et l'unité, que d'appliquer strictement la justice. Et elle est très belle cette phrase, elle ne néglige pas la justice, mais que fait-elle? Elle montre que la justice est ordonnée au bien commun, c'est-à-dire à la paix et à l'unité. Et c'est le plus important. Et alors ensuite, c'est saint Paul qui est cité ici, souciez-vous de maintenir l'union spirituelle dans le lien de la paix. Parce que l'ordre de la justice, c'est l'union et la paix. Alors, vous comprenez, et c'est la conséquence qui nous permet de définir encore plus précisément ce qu'est l'autorité. L'autorité est spécifiée par le bien commun temporel qu'elle doit efficacement procurer. C'est-à-dire que l'autorité, et on va le revoir après, n'est pas un absolu, elle est soumise au bien commun. Et elle est spécifiée par le bien commun, c'est-à-dire que l'action de l'autorité est délimitée par le bien commun. Une autorité qui agirait en dehors du bien commun n'a pas d'efficacité. Et elle outrepasse son rôle. On le verra quand on parlera des erreurs rapidement. Voilà pourquoi, alors c'est à la fin du De Regno que saint Thomas dit cela. D'ailleurs, c'est presque une synthèse qu'il fait de ce que doit faire le prince dans ce sens général, de celui qui a l'autorité. Le prince, dit-il, doit porter son principal effort sur la manière dont la multitude de ses sujets pourra observer une vie conforme au bien honnête. Or, il dit, le prince donc doit faire 3 efforts, 3 points. Premièrement, instaurer l'honnêteté de la vie dans la multitude qui lui est soumise. Alors ça, on est à 1000 lieues de le voir dans notre société. Non seulement l'instaurer, mais deuxièmement, conserver. Et ça, c'est le plus difficile dans une société. N'oublions pas que c'est un tout d'ordre, c'est-à-dire comme une poule qui est toujours en train d'agir. Et il faut entretenir cette action. La vie politique, c'est une action. C'était pas un état stable et définitif. D'ailleurs, les hommes meurent. Donc il faut les remplacer. Et donc il faut entretenir cette action pour que le bien, l'honnêteté du bien, puisse être poursuivi à long terme, dans le temps. Donc non seulement instaurer l'honnêteté, dit-il, mais deuxièmement, conserver cet état de choses. Et troisièmement, travailler assidûment, non seulement à la maintenir, mais aussi à l'améliorer. Le progrès, non pas du bien matériel, mais du bien honnête. Et le bien honnête, dit-il, pour qu'il y ait bien honnête, il faut 2 choses. La vertu. Donc l'autorité doit veiller à ce que la vertu soit pratiquée et puisse être pratiquée. Mais deuxièmement, dit saint Thomas d'Aquin, et on voit tout le réalisme ici de saint Thomas, c'est que pour que la vertu puisse être pratiquée, il faut une certaine suffisance de bien. Donc l'autorité doit veiller à ce que les individus aient suffisamment de bien pour pouvoir avoir une vie honnête et vertueuse. Trop de biens nuisent à la vertu, mais pas assez de biens nuisent aussi à la vertu. Et enfin, le prince devra veiller à empêcher tout ennemi de venir contrecarrer cette unité ou cette paix. Il doit défendre sa multitude et dénoncer l'ennemi. Voilà donc assez rapidement ce qu'est l'autorité, et finalement, en définissant l'autorité, comme le mot le dit, définir c'est délimiter, on délimite aussi son domaine d'action. L'autorité agit pour le bien commun, mais elle est spécifiée par le bien commun. C'est-à-dire que son étendue, son action, se trouve dans le champ même du bien commun, et pas ailleurs.
Alors, ensuite, saint Thomas, à la suite d'Aristote, du reste, dit que le principe d'autorité peut se trouver de plusieurs façons dans une société. Soit c'est un seul homme, soit c'est une petite multitude, c'est quelques hommes qui dirigent et qui concentrent le pouvoir, soit c'est la multitude. Dans le premier cas, dit-il, c'est le roi ou le prince, c'est celui qui gouverne seul. Et il gouverne ainsi par la justice. Dans le second cas, où c'est un petit nombre qui dirige, on parle alors, mais il faut entendre les termes tels qu'on les définit ici, et non pas tels malheureusement qu'on a l'habitude de les entendre, c'est ce que Aristote, et à la suite saint Thomas, appelait l'aristocratie, qu'il définissait comme le gouvernement par les meilleurs, c'est-à-dire les plus vertueux. Et quand c'est le grand nombre qui dirige, il parle de république, à la suite d'Aristote. Alors c'est des termes qui n'ont plus la même définition aujourd'hui. Je vous redonne simplement ce qui est exposé par saint Thomas dans le De Regno, pour compléter le traité sur l'autorité. Alors c'est intéressant parce que il se peut, dans certains cas, que l'autorité, qui est principe d'unité, n'emmène plus la multitude vers le bien commun. Donc, sans faire aucun schéma, c'est concrètement ce qu'on vit aujourd'hui dans quasiment toutes les sociétés. Alors, si l'autorité n'emmène plus vers le bien commun, que fait-elle? Elle amène à elle. Et le mouvement s'arrête ici. Dans ce cas, l'autorité n'est plus ordonnée à un bien commun, mais elle est ordonnée à son bien personnel. Et là, de la même façon que nous avons vu qu'il y avait 3 façons de gouverner, eh bien, il y a 3 façons de mal gouverner. Là où le roi, le prince, celui qui est seul, emmenait par la justice la multitude au bien commun, inversement, celui qui emmène la multitude à son bien personnel s'appelle un tyran. Le tyran, c'est le contraire du prince au bon sens. Et puisqu'il n'agit plus par justice, il agit par la force. N'ayant pu faire que ce qui était juste fût fort, ils ont fait que ce qui était fort fût juste. Et c'est ce que l'on vit, malheureusement. Le pouvoir de la force. L'autorité se croit forte, donc juste. Or, c'est faux. Et donc, elle agit comme un tyran. Si c'est un petit nombre qui commande, là où on avait l'aristocratie, selon le terme d'Aristote, c'est-à-dire le gouvernement des plus vertueux et des meilleurs, on obtiendra l'oligarchie. Or, l'oligarchie, c'est le gouvernement des plus riches et des plus puissants. C'est-à-dire que ces gens-là, au lieu de gouverner par la vertu et d'emmener au bien commun de la vertu, la paix et l'unité, ces gens-là oppriment le peuple par la puissance de leur argent. Je pense que là, pas besoin de faire de dessin. La richesse. C'est incroyable parce que vous voyez que jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de parler de richesse. On a parlé d'une certaine suffisance de biens pour faciliter et procurer la vertu, mais pas plus. Dès que l'on raisonne en richesse, on tombe tôt ou tard dans une forme de tyrannie. Alors on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais je n'en suis pas si sûr. Ou alors du moins on se fait le jeu de ses ennemis. On rentre dans le jeu des ennemis. Bien sûr que c'est d'une certaine façon non nécessaire. Un minimum est requis pour la pratique de la vertu, mais... Et puis à la République, Aristote oppose la démocratie, c'est-à-dire l'oppression de la multitude.
Voilà pour la division que reprend saint Thomas dans le De Regno à la suite d'Aristote. Alors, je passe à la quatrième partie que j'avais annoncée, assez rapidement aussi, sur les fondements de l'autorité. Bon, je pense que vous l'avez compris, le fondement de l'autorité est naturel en ce sens que c'est la nature même de l'homme qui postule que vivant en société, il y ait une autorité. Mais puisque l'autorité est une perfection, il faut dire aussi que l'autorité vient de celui qui donne toute perfection aux êtres, c'est-à-dire de Dieu. Et ceci, c'est une conclusion naturelle. L'autorité vient de Dieu, c'est une conclusion naturelle. De même que tout vrai bien vient de Dieu, de même que toute vérité découle de Dieu qui est la vérité. C'est une conclusion naturelle qu'Aristote a pu montrer, par exemple, en disant que Dieu possédait les perfections, et que saint Thomas résume dans ce que l'on appelle la quatrième voie qui montre l'existence de Dieu. Tout bien parfait vient d'en haut, dit aussi saint Jacques. Mais il faut comprendre deux choses. D'abord, la première, c'est que l'autorité ne peut pas venir du peuple. C'est-à-dire que l'autorité ne réside pas dans le peuple. Parce que tant qu'il n'y a pas d'autorité, le peuple n'est pas un peuple. Il est éparpillé. Donc c'est une contradiction même que de dire que l'autorité réside dans le peuple. Comme si un cadavre était capable de se donner la vie, c'est-à-dire de se donner l'unité. Mais non, à partir du moment où il n'a pas la vie, il est désagrégé. Comment voulez-vous qu'une chose désagrégée puisse se donner l'unité? Donc l'autorité ne peut pas venir du peuple. D'un autre côté, il faut bien comprendre que si l'on dit en toute vérité que toute autorité vient de Dieu, l'autorité n'est pas quelque chose de surnaturel. Et là, j'insiste sur cette conclusion. Notre existence vient de Dieu. Ça n'est pas pour autant qu'elle est surnaturelle. Notre âme vient de Dieu et elle a été créée par Dieu. Ça n'est pas pour autant qu'elle est quelque chose de surnaturel. Elle appartient à l'ordre naturel, à l'ordre de la nature de l'homme. L'homme ne serait pas un homme s'il n'avait pas d'âme. Donc en donnant une âme à l'homme, Dieu lui donne quelque chose qui convient à sa nature. L'âme est donc d'ordre naturel. De la même façon, l'autorité est d'ordre naturel. Il y aurait eu une autorité s'il n'y avait pas eu le péché originel. Certains pensent que s'il n'y avait pas eu le péché originel, il n'y aurait pas eu besoin d'autorité. Mais même sans le péché originel, l'homme aurait dû vivre en société pour obtenir sa perfection. Et la multitude a besoin d'un principe d'unité pour obtenir l'unité qu'est le bien commun. Alors c'est une forme d'augustinisme parce que, je crois, saint Augustin disait que c'est le péché originel qui a nécessité le principe d'autorité. Comme si l'autorité était surajoutée à la nature en raison du péché originel. Eh bien non. Donc voilà pour dire le fondement de l'autorité. Certes, l'autorité vient de Dieu, mais elle est naturelle. C'est ce qu'il faut retenir. Et je terminerai donc rapidement sur les erreurs que l'on peut rencontrer à propos de l'autorité, qui finalement découlent tout simplement de ce que l'on a vu. Quand on a vraiment compris qu'est-ce que c'est que ce principe directeur, ce gouvernement qu'est l'autorité, on en voit facilement les erreurs. Alors, j'ai envie de les résumer par un seul mot, c'est de faire de l'autorité un absolu. La monarchie absolue, vous voyez. De la même façon que la créature est relative, parce que absolu s'oppose à relatif, n'est-ce pas? Relatif, c'est-à-dire être relaté à autre chose. Être en relation à quelque chose de supérieur. Toute créature est relative à Dieu. Et Dieu seul est absolu, parce que Dieu seul se suffit. La créature ne peut pas se suffire. Elle est relative. Et bien de la même façon,
l'autorité est relative. À quoi? Au bien commun. Elle n'est pas un absolu, car si elle était un absolu, la société s'arrêterait à l'autorité et n'irait pas au-delà de l'autorité qu'est le bien commun. L'autorité doit être comme transparente vis-à-vis du bien commun. Un peu comme celui qui fait tourner, n'est-ce pas, les aiguilles d'une montre pour indiquer l'heure. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le doigt qui bouge l'aiguille, c'est l'aiguille qui indique l'heure. Dans une montre, le mécanisme n'est que la cause efficiente qui permet de lire l'heure. Eh bien, l'autorité n'est qu'une cause efficiente qui permet d'obtenir le bien commun. Elle est donc relative au bien commun, lequel bien commun, du reste, total, est Dieu. Alors, je dis autorité absolue, mais on peut dire d'une autre façon, pouvoir illimité. Toute puissance de l'autorité. On dit à chaque fois la même chose. Une autorité qui veut se couper de ce pourquoi elle est faite. Parce que vous voyez, vous, le chef dans la société, est d'une certaine façon membre de la société et doit lui aussi courir vers le bien commun. Il n'est pas et il n'a pas le bien commun. Et vous comprenez peut-être que cet absolutisme de l'autorité, dit de cette façon est peut-être exagéré, peut-être pas même d'ailleurs, cet absolutisme de l'autorité a engendré ce que l'on appelle le positivisme en matière de loi et de droit. Ce positivisme juridique qui consiste à dire que la loi trouve sa force et sa raison d'être en raison de l'arbitraire de l'autorité qui la pose, et non pas en raison du bien commun auquel elle ordonne. Vous obéissez parce que j'ai édicté la loi. Mais ce n'est pas moi qui édicte la loi, c'est le bien commun qui me pousse à édicter la loi. Et vous voyez, en sens inverse, le mécanisme de la loi, c'est celui-ci. Or, le positivisme juridique efface cette flèche qui pousse l'autorité, enfin par laquelle le bien commun pousse l'autorité à poser une loi. Ce qui définit le légalisme moderne, enfin la législation moderne, c'est ce positivisme. La force de la loi vient de simplement l'autorité, et on retombe dans ce que l'on a dit, la tyrannie, c'est toujours la même chose, hein. N'ayant pu faire que ce qui était juste fut fort, ce qui était juste fut fort, ils ont fait que ce qui était fort fut juste. Et la justice devient un rapport de force. C'est terrible. Parce que ce rapport de force, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre. Et la conséquence, elle est normale. Si le prince, par la loi, n'a pas cherché la vraie justice qui ordonne au bien commun, c'est-à-dire la paix, que se passe-t-il? Il obtient la guerre par ce rapport de force. C'est logique, c'est une conséquence logique. Et alors, aujourd'hui, vous voyez, quand on parle d'absolu, on dit non, on peut parler d'autorité absolue, mais ce mot absolu, on va le retrouver à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de relatif, tout est absolu. Donc le bien commun n'est plus l'absolu, Dieu n'est plus l'absolu, tout le reste devient absolu. Or ces absolus ne sont que des idoles. Ce sont donc des mythes parce qu'ils ne sont pas réels. Le peuple absolu, c'est un mythe dont on nous bassine les oreilles sans arrêt. La liberté absolue, c'est un mythe. Le droit absolu, c'est un mythe. L'homme comme un absolu, c'est un mythe. L'État absolu, c'est un mythe. L'autorité absolue, c'est aussi un mythe. Ce sont des idoles qui s'imposent en absolu, alors que toutes ces choses-là ne sont que des relations relatives à un autre absolu, qu'est le bien commun, et finalement Dieu. On nous parle des droits de l'homme, on nous parle de ceci, comment dire, la force de la volonté du peuple, la volonté générale. Ça ne nous intéresse pas. L'absolu, c'est le bien commun. Or, qui parle encore de bien commun? Qui parle? Et alors,
si vous voulez, cet absolutisme va engendrer comme deux erreurs opposées, mais qui finalement communient dans cette notion d'absolu. D'abord, la première erreur qui va consister à dire que la liberté est un absolu. Donc c'est cette erreur qu'on peut dire de Rousseau, le libéralisme moderne, et qui se transforme en une tyrannie du peuple, et en une forme de démocratie, telle qu'on essaye de la vivre aujourd'hui, avec cette liberté comme un indéterminé, ou à l'inverse, non pas la liberté absolue des individus qui se font une autorité, la volonté générale, c'est ainsi qu'en parle Rousseau, mais au lieu de mettre l'absolu ici, c'est l'absolu dans l'autorité et on tombe dans l'étatisme. Dans l'étatisme, c'est-à-dire dans une ingérence totale, une espèce de totalitarisme, de l'autorité, qui fait que l'autorité, ne s'occupant plus du bien commun, s'occupe et de son bien privé et du bien privé des individus qu'elle dirige. Donc elle rentre dans des détails de la vie privée dont elle n'a cure. En latin, on dit des minimis non curat praetor. Le chef ne s'occupe pas des détails. Il s'occupe de l'unité et de la paix. Le reste, il délègue. Or, avec l'étatisme, on ne délègue plus. Il n'y a plus de délégation. Du reste, avec la volonté générale de Rousseau, l'autre erreur, il n'y a pas de délégation puisque le peuple est souverain, chaque individu est souverain. Qu'est-ce qui remplace donc cette délégation et cette corporation qui fait la richesse d'une société? Qu'est-ce qui va remplacer cela? C'est très simple, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire la procédure, la démarche procédurale. Et c'est ce dans quoi on vit, la paperasserie. Des fonctionnaires qui ne sont plus des délégués, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ce sont des gratte-papier. Et on les multiplie. À partir du moment où on les multiplie, c'est que l'autorité a perdu sa raison d'être. La société n'a plus de paix, n'a plus d'unité et ne court plus vers son bien commun. Elle est en train de mourir, tout simplement. Le protocole. C'est effrayant. La technocratie, carrefour de subversion, dans laquelle la gestion des choses se substitue au gouvernement des hommes. Et on parle de gestionnaire aujourd'hui, mais on ne sait plus gouverner. Voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs, on multiplie toutes ces conférences sur, non pas la façon de gouverner les hommes, mais justement la façon de gérer, une forme de technocratie. Alors, la conclusion, elle est assez simple, malheureusement, et comment dire, en parodiant celui qui disait « je cherche un homme », on pourrait dire aujourd'hui « je cherche un chef ». Et il est difficile d'en trouver. Alors, sinon impossible d'ailleurs, parce qu'on ne les fabrique plus. Nulle part. Il y a, je ne connais pas d'exception. Alors, bien le travail politique aujourd'hui, c'est de faire de véritables chefs, selon cette véritable notion de chef. Préparer des chefs, c'est-à-dire des autorités qui gouvernent la multitude vers le bien commun. Alors, je vous remercie. Mais vous voyez, autrefois on travaillait à long terme, maintenant on travaille à court terme. On est dans une société où on pense que tout va arriver tout de suite. Et non. Et vous savez très bien que les francs-maçons savaient qu'ils avaient le temps. La franc-maçonnerie, elle date d'il y a quelques siècles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui qu'elle visait. Et donc les francs-maçons d'il y a quelques siècles savaient que ça prendrait le temps, mais ils travaillaient à long terme. Eh bien nous, comme eux, mais dans le bien, travaillons à long terme aussi, vous voyez. Sachons rétablir, même entre nous, de véritables réseaux avec des autorités. Et cette liberté, nous l'avons tous, et chacun, de telle sorte que, comme nous avons tous la liberté et que nous sommes des individus autonomes, cette liberté engendre nécessairement une égalité. Égalité qui est une rupture l'un de l'autre, n'est-ce pas? Encore une fois, la même chose. Nous sommes autant de vases clos, si l'on peut dire repliés sur nous-mêmes, qui se côtoient, mais qui n'existent plus dans une société. Par contre, ils doivent se côtoyer pour se défendre l'un l'autre, et donc entretenir entre eux une certaine fraternité.
Mais vous comprenez que liberté, égalité et fraternité, vu ainsi, et déjà amorcé par Rousseau, ont leur principe ici dans le mot liberté, et dans une liberté mal comprise. Et donc sont tout autant destructeurs de la société. On pourrait concevoir dans une société dans laquelle il y ait une véritable liberté, c'est-à-dire la capacité de pratiquer la vertu. Une société dans laquelle il y ait une égalité, c'est impossible. Parce que l'égalité est une absurdité. Il n'y a pas d'égalité. Dans la nature, cherchez tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'égalité. La seule égalité que l'on trouve, c'est l'artefact ou l'artificiel. Mais l'artificiel s'oppose au naturel, à la nature. L'égalité est une idéologie complètement fausse, idéaliste, si l'on peut dire. Par contre, la fraternité, on pourrait très bien trouver une véritable société dans laquelle les citoyens, si l'on peut dire, sont frères, mais qui dit frère dit père. Or, dans cette conception-là, on parle de fraternité, mais alors, qui est le père? Puisque petit à petit, on va chasser Dieu. Qu'est-ce qu'une fraternité dans laquelle il n'y a pas de père? Qu'est-ce que cela signifie être frère si on n'a pas de père qui nous définisse comme frères? Parce que ce qui définit les frères, c'est d'avoir une origine commune, un même père, une même mère. Alors on supprime toute paternité, puisqu'on renferme l'homme sur un vase clos, et on veut une fraternité. Ça n'a absolument aucun sens. Vous voyez que, pourtant, tout cela est déjà amorcé par Rousseau, et c'est contradictoire. Bon, donc voilà, le contrat social, d'ailleurs, Rousseau emploie l'expression « le contrat social est un peuple de Dieu ». Donc on est à la fois père, puisqu'on est des dieux, et frère, ce qui est aussi absurde, comme vous pouvez le constater, et ce qui mène justement à la guerre, ce qui a mené d'ailleurs à la Révolution. Et là, on a une conséquence directe de la doctrine protestante. Le protestantisme est vraiment, et ça il faut bien le saisir dans l'histoire, disons, de l'Occident, au moins de l'Europe, est vraiment la première doctrine à s'opposer à l'autorité. Des conflits au Moyen-Âge, on en a vu, mais le respect de l'autorité était là. C'est certain. Des conflits entre le pape et les empereurs, on en a vu, mais il y avait encore un respect de l'autorité. Autant le pape que l'empereur, même si de temps en temps ils étaient bafoués, ils étaient respectés comme une autorité. Ici, c'est purement et simplement le rejet de l'autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité qui s'impose à la personne. L'autorité devient comme quelque chose de régulateur, mais ne doit plus s'imposer. C'est un vrai problème, parce que quand on refuse l'autorité, on sème la discorde. C'est ce qu'a fait, n'est-ce pas, Luther. Et c'est la conséquence politique, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Plus on veut la liberté, plus on sème la discorde. Et quand il y a la discorde, eh bien que se passe-t-il? On va faire appel malgré tout à une autorité, parce que les hommes n'aiment pas la discorde. Donc que font-ils? Ils font malgré eux appel à une autorité, et cette autorité qui n'a rien de légitime, puisque en principe, je dis bien en principe on n'en veut pas, que fait-elle pour s'imposer? Elle devient une tyrannie. D'où ce nom de Léviathan que Hobbes propose. L'État devient un tyran. C'est très paradoxal, et c'est d'ailleurs malheureusement le propre des erreurs, n'est-ce pas, de faire coexister ou cohabiter, si l'on peut dire, ce qui est contradictoire. On rejette l'autorité, mais malgré tout, on ne peut pas s'en passer, c'est dans la nature des choses. Donc, pour qu'elle ait une légitimité, n'en ayant plus en nature ni en raison, eh bien, elle la prend de force. Les hommes n'ayant plus voulu que ce qui était juste fût fort, ont fait que ce qui était fort fût juste. Et c'est, je ne sais plus qui c'est. Pourtant c'est connu. Mais je ne sais plus. Et c'est ça. C'est-à-dire que la justice, qui est directement régulée par l'intelligence, la raison, ne peut plus s'imposer, en raison de ce pessimisme de la raison, posé en germe par Luther. Eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va employer la force. D'où les guerres. Et la tyrannie qui cherche à s'imposer, tôt ou tard, se fait renverser. Parce que le propre de quelque chose qui s'impose par voie de force et sans raison, avec cette, comment dire, ce mépris, disons, de ce pessimisme de la raison, eh bien, finit par être détesté parce que, naturellement, on a besoin de raison. Naturellement, l'homme est raisonnable, si vous voulez. Et même si l'homme ne peut pas tout comprendre, il a malgré tout besoin d'être éclairé, au moins en partie. Alors, absence d'unité, rejet de l'autorité, liberté, libre examen, personnalisme, individualisme,
finalement coexistence d'individus entre eux qui essayent de se réguler par une autorité qu'ils s'imposent en essayant qu'elle soit pas trop tyrannique ou qu'elle ne soit pas du tout, j'ai nommé là la démocratie. Hein, finalement, ça n'est pas autre chose. Et la démocratie est une conséquence, finalement, de ce luthéranisme. Liberté, égalité. Alors fraternité, ça marche moins, même s'ils la veulent. Liberté, égalité, fraternité. C'est assez paradoxal parce que vous comprenez que à partir du moment où on a posé liberté, on ne peut plus poser égalité, fraternité. Parce que les hommes, là pour le coup, avec de tels principes, l'homme devient un loup pour l'homme, ça fait aucun doute. Mais voilà l'une des conséquences, si vous voulez, de ce luthéranisme, de ce protestantisme, c'est la démocratie.